Jusqu'au XIIe siècle, l'épée, qui possédait 2 tranchants, se terminait par un bout plutôt arrondi. À la fin du XIIe siècle, la poignée devient assez longue pour permettre de se servir de l'arme à 2 mains. Ensuite, la forme de l'épée ne se modifie guère jusque vers le milieu du XIIIe siècle. Le bouclier du Moyen-Âge est connu sous le nom d'écu. Ce sont les Normands qui répandirent l'utilisation du bouclier long à partir du XIe siècle. Il est toujours arrondi sur le dessus, mais allongé afin de protéger la jambe. Le terme « aume » n'apparaît qu'au XIIe siècle pour désigner une armure de tête. Vers le Xe siècle, on utilise le casque conique à protection nasale. Les améliorations successives du casque consistent à couvrir de plus en plus le visage, rendant difficile l'identification de son propriétaire. Ce n'est sans doute que vers le milieu du XIIe siècle que la cotte de maille fut largement adoptée. Composée de mailles de fer entrelacées, véritable tissu de métal, elle est aussi appelée haubert. Le haubert résiste assez bien aux flèches, aux coups de lance et d'épée, mais il est beaucoup plus vulnérable aux armes de choc comme la masse, le marteau ou le fléau. Des pièces de fer furent peu à peu ajoutées dès la fin du XIIIe siècle. Quel que soit le type de l'arme employée, le but est d'emmagasiner de l'énergie pour ensuite la libérer brutalement. Les armes à torsion fonctionnent sur le principe de l'arc, dont elles reprennent la forme générale. Elles sont toutefois de très grandes dimensions, si bien que la force d'un homme ne peut suffire à assurer la torsion de la pièce maîtresse. La corde de l'arc va agir sur un levier terminé par une cuillère sur laquelle sont posés les projectiles à envoyer. C'est la baliste. Ce système pour envoyer des charges sera abandonné au XIIIe siècle, ses performances étant supplantées par celles des machines à balancier. Le balancier est constitué d'une longue poutre de bois à l'extrémité de laquelle est attachée une poche avec la charge à envoyer. L'autre extrémité était tirée par un groupe d'hommes. Le balancier exploite donc l'effet de levier pour envoyer les charges, ce sont les bricoles. Cette machine subira certains perfectionnements. Tout d'abord, l'ajout d'un contrepoids qui aide à accélérer le mouvement de traction opéré sur la verge. Les dimensions de la machine grandissent et la masse du contrepoids augmente. La traction de l'homme n'est plus nécessaire pour lancer le projectile, mais pour élever le contrepoids avant utilisation. Lorsque le contrepoids est relâché, le projectile est éjecté par effet de levier. Ce sont les machines appelées mangonneaux qui apparurent au début du XIIIe siècle. On leur adjoint plus tard des treuils appelés roues à carrier, dans lesquelles prennent place un ou plusieurs hommes pour lever le contrepoids. Ces machines grandissent encore et les vibrations occasionnées par le contrepoids placé sur le balancier commencent à affecter la précision des tirs de la machine, voire compromettre la stabilité de l'engin de guerre lui-même. On articule alors le contrepoids par rapport à la verge. La machine est alors appelée trébuchet. Elle sera utilisée du XIIe au XVIe siècle comme arme de siège visant à détruire les ouvrages de défense. Ces engins peuvent alors tirer des boulets jusqu'à 140 kg à une distance d'un peu plus de 200 mètres. Toutefois, il faut beaucoup d'hommes et une demi-heure pour la recharger. Cela empêche de l'employer dans certaines situations. Des modèles plus petits et compacts sont alors développés tels que le couillard. Le contrepoids est divisé en deux et situé de part et d'autre de la verge, ce qui lui vaut son nom. Apparu au XIVe siècle, une équipe de 4 à 8 hommes est nécessaire pour assurer son fonctionnement. Ils peuvent tirer une dizaine de coups à l'heure et envoyer des boulets de 80 kg à 180 mètres. À partir du XVIe siècle, ces machines à contrepoids tombent dans l'oubli, remplacées par les armes à feu. Les premières bouches à feu, ou bombardes, apparaissent au début du XIVe siècle en Europe. Paradoxalement, les armes à contrepoids et les armes à feu cohabiteront pendant un peu plus de 2 siècles. En effet, la poudre à canon est chère à acquérir et les premières bouches à feu sont dangereuses pour les personnes se situant autour. Vers le XVIe siècle, leur utilisation est généralisée. Les développements ultérieurs de ces armes donnent l'artillerie sol-sol telle que nous la connaissons actuellement.